Eh bien, bonjour, bienvenue et je suis très très heureux de vous retrouver pour parler d'auto-hypnose, d'attention, de concentration et de mémoire. Tout d'abord, merci à l'École centrale d'hypnose de m'avoir proposé cette petite fenêtre pour venir partager ce moment-là avec vous. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez le mettre sur le chat, comme ça je pourrai y répondre au fur et à mesure ou à la fin. On va voir comment va se dérouler cette session. Euh, donc, vous êtes là pour qu'on partage un moment sur l'auto-hypnose, l'attention, la concentration, la mémoire, comment améliorer ses capacités euh, l'attention, comment être plus concentré et comment démultiplier ses capacités à mémoriser. Alors, l'auto-hypnose, pour certains d'entre vous qui êtes connectés, vous connaissez déjà très bien cet outil, cet état naturel, efficace, tout particulier, qui permet d'avoir accès à des ressources, des capacités, des potentiels euh, démultipliés. Alors, entrons dans le sujet sur l'auto-hypnose, c'est un peu comme un dimanche pour la pensée. C'est, ça peut permettre de ne rien faire, de se détendre, mais ça peut permettre aussi de faire plein de choses qu'on ne fait pas le reste du temps. C'est une parenthèse, c'est une ressource, un lieu de potentiel incroyable. Alors, comment, comment ça marche, comment augmenter ces facultés sur l'attention, sur la concentration et sur la mémoire. Alors déjà, qu'est-ce que l'attention? Qu'est-ce que la concentration et qu'est-ce que la mémoire? Comment ça marche? Comment on procède? Alors déjà, je ne me suis pas présenté. Je suis Olivier Weber, diplômé de l'École centrale d'hypnose. Je suis tuteur aussi dans cette école, ce qui me permet d'accompagner les élèves, l'apprentissage, ce qui me permet de partager, d'accompagner et de suivre cette évolution et cet apprentissage vers, pour ceux qui choisissent le côté professionnalisation ou ceux qui font simplement du développement personnel, d'être présent à l'écoute et accompagné à l'école. Je suis thérapeute aussi dans la vie et donc plus particulièrement même spécialisé sur les troubles du déficit de l'attention. Donc c'était tout naturel que je vienne partager avec vous sur ces trois facteurs qui sont l'attention, la concentration et la mémoire qui font souvent défaut aux gens qui ont un trouble de l'attention. Alors l'attention, qu'est-ce que c'est? C'est la faculté à porter sa conscience sur quelque chose. Ça se comporte avec trois facteurs. Le premier facteur, c'est le facteur d'alerte. Quand vous entendez une sirène, d'un coup, vous êtes en train de faire quelque chose et votre attention va être absorbée, captée. Ensuite, il y a un facteur qui est le facteur d'orientation, c'est-à-dire que votre cerveau va se demander sur quoi je dois être attentif. Si c'est une sirène, tiens, c'est une sirène qui m'envoie un signal d'alarme, pourquoi? Et puis ensuite, les fonctions exécutives qui vont permettre de garder une saillance à l'attention, de garder son facteur attentionnel plus longtemps. C'est un système très instable. C'est-à-dire que si je vous demande là en même temps de porter votre attention sur ma voix, sur ce que je suis en train de vous raconter, sur mon visage, sur ce que je vous raconte, mais en même temps de porter votre attention sur comment vous êtes installé, comment vous êtes assis, quel poids est porté sur la chaise sur laquelle vous m'écoutez en ce moment. Et en même temps, portez votre attention sur les bruits autres que ma voix. En fait, l'attention est très sélective. C'est c'est pas facile en fait de porter son attention sur plein de choses. Et effectivement, quand on parle de concentration aux enfants, on leur dit d'éliminer le maximum de ce qu'on appelle euh, les distracteurs, puisque quand on est porté sur une tâche, donc on porte son attention sur quelque chose, euh, tout autre facteur d'alerte dont je parlais tout à l'heure va attirer l'attention.
Vous êtes en train de conduire, quelqu'un vous parle à côté, votre attention va être plus sur la route, va être sur la discussion. Vous êtes en train là de faire un live pour vous expliquer. Si quelqu'un rentre dans cette pièce-là et me fait des coucous, mon attention va sortir de ce dont je suis en train de vous parler pour me focaliser un euh, sur un autre aspect, ce facteur d'alerte. Après, la volonté du cerveau va me faire m'orienter sur le distracteur ou rester focus sur le moment qu'on est en train de partager ensemble. Et puis, bah, les fonctions exécutives vont faire que je vais rester attentif longtemps à ça. Alors là-dedans, l'apport de l'hypnose, de l'auto-hypnose, elles sont multiples. L'auto-hypnose ne va absolument rien changer sur le facteur d'alerte. Par contre, sur l'orientation, ça va permettre, euh, dans un état complètement naturel, euh, mais différent de l'état de conscience ordinaire, de permettre de focaliser son attention et de l'orienter d'une façon bien plus précise. Et surtout, sur les fonctions exécutives, c'est-à-dire le temps qu'on va pouvoir donner en saillance à la tâche, de lui donner un intérêt tout particulier, ça va permettre de démultiplier ce temps. Ce qui permet donc, grâce à l'auto-hypnose, euh, d'être attentif à une chose en particulier sans être défocalisé et de le garder en fait en saillance plus longtemps. La concentration, qu'est-ce que c'est? La concentration, c'est la capacité à porter son attention. C'est une capacité toute particulière à focaliser son attention et à la garder constante. Donc, dans le même principe, l'auto-hypnose va augmenter les capacités de focus, va permettre, par un moyen très simple, dans cet état, de pouvoir focaliser un petit peu comme si vous mettiez des œillères le temps d'un instant pour garder en focus, en ligne de mire, le principe. Alors, il y a plein d'exercices, mais c'est la différence entre un état ordinaire de conscience, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, de vouloir, mettez, vous êtes en train de conduire un train, ok? Et votre attention peut partir à tout moment sur le paysage, sur le village qu'on est en train de croiser, et puis le temps, les nuages qui passent, et puis les rails qui défilent. Grâce à l'outil de l'auto-hypnose, ça va permettre de focaliser. Un peu comme les œillères d'un cheval, va permettre de recentrer et de voir vraiment l'objectif, l'endroit où on veut aller, et de garder cette orientation de l'attention vraiment fixe et sur un plus long temps. C'est-à-dire qu'en éliminant les distracteurs, en éliminant tous ces petits pop-up qui vont arriver, qui vont nous distraire, ça va permettre de leur donner une saillance, une prégnance beaucoup moins importante et garder en focus son objectif, vraiment l'endroit où on veut aller, c'est-à-dire si c'est une tâche, si c'est un travail, si c'est apprendre quelque chose, ça va permettre de garder cet axe. Et donc ça fait gagner énormément de temps, ça fait gagner énormément de connaissances en apprentissage parce que on s'affranchit grâce à l'auto-hypnose de tous ces petits rebonds. On est en train d'apprendre un texte et puis d'un coup il va y avoir un pop-up qui va sortir sur le téléphone d'un SMS. L'attention va se focaliser sur complètement autre chose et il va y avoir un vrai coup. Alors ce coup, ça va être un coup important de revenir à la tâche, de revenir à ce qu'on doit faire sur le moment, là où on doit être attentif, là où on doit se concentrer. Et quand je parle de ça, je parle aussi bien d'une concentration intellectuelle que d'une attention toute particulière pour un sportif. Un sportif
un pilote de Formule 1 par exemple, ce sont des gens qui manient l'auto-hypnose, qui sont dans un état tout particulier, avec euh, une focalisation de l'attention qui est finalement très réduite. Ils ne pensent plus euh, à ce qu'ils ont mangé hier, tiens, est-ce que j'ai laissé des croquettes à mon chat en partant? Ils sont dans l'instant présent, concentrés uniquement sur la tâche qu'ils ont à faire à l'instant présent. Ça va tellement vite, ça peut être des 300 km/h. Le tennis, c'est pareil, quand on sert une balle de tennis, elle peut partir en milieu professionnel à 250, 260 km/h pour la rentrer dans un carré de 5 mètres par 5 mètres. La moindre milliseconde de retard, la moindre doute peut faire mettre la balle complètement ailleurs que l'objectif qu'on veut atteindre. Grâce à cet état tout particulier, naturel et efficace de l'auto-hypnose, ça permet de centraliser tout son potentiel, ses capacités, à l'instant présent, de les ramener dans l'ici et le maintenant pour démultiplier toutes ses capacités, ses ressources, son potentiel sur un objectif. Et aussi bien, quelqu'un qui pourrait applaudir dans une finale de Roland-Garros, certes, ça peut faire sortir certains joueurs de leur auto-hypnose, et on le ressent bien, mais heureusement qu'ils gardent une concentration, une attention toute particulière pour rester dans le match. Et puis, quand on parle d'attention, de concentration, en fait, quand on parle de plein de choses, il y a quelque chose d'essentiel chez l'être humain, euh, c'est la volonté, l'envie. Alors, on met beaucoup de volonté, ça c'est très cognitif. Et puis il y a l'envie qui est beaucoup plus émotionnelle. Quand on a envie de faire quelque chose, c'est beaucoup plus simple que quand on a la volonté de faire quelque chose. Beaucoup de gens ont eu la volonté d'arrêter de fumer, de se débarrasser de kilos superflus. Justement, grâce à l'auto-hypnose, on va aller travailler sur la volonté et l'envie. Non pas pour remplacer la volonté par l'envie, hein. C'est plutôt raccorder les deux pour que ça bosse ensemble et que, en fait, il n'y ait plus de dissonance entre la volonté et l'envie, qui est vraiment une volonté-envie. Et grâce à ça, ça va permettre d'actionner des choses plus longues. Ça va permettre, où la volonté finalement s'affaiblit avec le temps. La volonté et l'envie, quand elles s'accordent, alors ça va permettre de rester attentif, concentré sur un objectif, sur un focus bien plus longtemps et de façon bien plus persistante. Donc c'est là où vraiment l'auto-hypnose est importante. Il y a aussi quelque chose de très important euh, qui, euh, qui nous anime tous, et heureusement qu'on en a, ça pilote nos vies. Ça s'appelle des croyances. Alors, il y a des croyances qui sont très bonnes, très constructives, qui nous poussent, et puis chacun a des croyances limitantes. Certaines personnes peuvent penser qu'elles ont une mauvaise mémoire, qu'elles sont incapables en lisant un livre, une nouvelle, quand ils font une formation, de se dire, ah mais de toute façon, j'ai toujours une mauvaise mémoire, je ne suis pas capable d'apprendre. Ça, ce sont des vraies croyances limitantes. On parlera tout à l'heure du palais de la mémoire, c'est un exercice génial pour apprendre des quantités extraordinaires de choses, même qui n'ont apparemment pas d'intérêt. Apprendre des numéros, des chiffres, ça n'a pas d'intérêt. Eh bien, la croyance limitante de j'ai pas de mémoire, ou finalement il faut que je lise 15 fois, 20 fois les choses pour les apprendre, ça reste une croyance. Ça reste une croyance qui limite, et le cerveau a des biais cognitifs qui favorisent ça, c'est-à-dire le biais de confirmation. Quand on pense qu'on est nul, alors on va plutôt se rapprocher sur vérifier qu'on est nul. Quand on achète une nouvelle voiture, c'est marrant, quand on l'a acheté la nouvelle voiture, on en croise plein. Ou quand une femme est enceinte, elle a tendance à voir plein de femmes enceintes. C'est simplement que la réalité, le cerveau va mettre en saillance, comme tout à l'heure je vous disais, les éléments qui, qui, qui perturbent la concentration, ça s'appelle, sont un peu plus saillants. Donc le cerveau va mettre en saillance les exemples qui rassurent et qui vous donnent raison de penser ce que vous pensez. Donc, bien évidemment, si vous pensez que vous avez une faible capacité à apprendre ou à rester attentif longtemps,
le cerveau, par son biais de confirmation, va faire tout ce qu'il faut pour vous montrer que finalement, vous avez beau lire un livre, finalement, quand vous refermez le livre, vous n'avez pas le sentiment d'avoir appris. Alors vous allez le relire une deuxième fois, puis une troisième. Grâce à l'auto-hypnose, ça va permettre de transformer aussi ses croyances. Transformer la croyance que, comme petit, on avait une récitation à apprendre et que finalement, on nous a dit ah, t'as du mal à apprendre, tu sais pas apprendre. Et puis ça s'est engrammé en nous, c'est resté. Alors, l'auto-hypnose est complètement là pour ça, pour transformer cette croyance et nous montrer ensuite à quel point il est facile, agréable et utile de pouvoir avoir un palais de la mémoire finalement sans limite, de pouvoir engranger de l'information, savoir la garer, la ranger et la restituer, comme aussi avoir la capacité à rester attentif suffisamment longtemps pour que la tâche soit bien faite et vous valide que votre croyance que vous pouvez le faire, alors est en marche. Cette croyance-là, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient cette croyance de ne pas savoir apprendre, de ne pas comprendre aussi facilement que les autres. Depuis leur enfance peut-être même, parce qu'ils ont entendu des adultes, leurs parents, leurs profs, leur dire qu'ils n'avaient pas beaucoup de faculté à être attentifs. Alors c'est autoréalisant si pendant des années, mes profs, mes parents me disent que j'arrive pas à être attentif, que j'arrive pas à me concentrer. Bah, je donne en fait ce qu'on pense de moi. L'auto-hypnose, c'est se dégager de ça. C'est transformer cette croyance limitante pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir se dire que si on a un potentiel, une capacité à mémoriser, à rester concentré, à rester attentif, suffisamment importante pour qu'elle soit bonne et utile pour nous et qu'on puisse avancer. Donc l'auto-hypnose là-dessus, sur la mémoire, a plusieurs actions. Celle-là déjà, mais ça c'est vrai pour l'attention, la concentration. Et pour la mémoire, c'est les croyances limitantes, on l'a vu, c'est de raccorder la volonté et l'envie. Et sur la mémoire, il y a des jeux en auto-hypnose qui sont fabuleux. Je vous parlais tout à l'heure du palais de la mémoire. C'est quelque chose de... On peut très bien le faire sans auto-hypnose, bien sûr. Sauf que le palais de la mémoire, en état ordinaire de conscience, va avoir des limites bien plus restreintes que grâce à l'auto-hypnose. Ça va permettre de créer des palais de la mémoire. Les palais de la mémoire, c'est pouvoir ranger les choses, leur donner un sens, un intérêt tout particulier. Et même si on le fait avec des chiffres, si on symbolise chaque chiffre, si on symbolise le 0 par, je sais pas, un ballon, le 1 par la tour de Pise, le 2 par un signe parce que le 2, enfin pour vous il est dans ce sens-là, le 2 c'est un peu un signe. Si on donne un sens à chaque chiffre et qu'on se raconte cette histoire en auto-hypnose, on va la vivre comme vraie. Et donc elle va s'imprégner de façon plus pérenne et on va pouvoir engranger bien plus d'informations et les garder bien plus longtemps. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à l'auto-hypnose, par rapport à la concentration, par rapport à l'attention, par rapport à la mémorisation? Est-ce que, euh, est-ce que ça a été clair? Est-ce que je peux apporter ou éclairer euh, des, des interrogations que vous avez? Ça, alors, je lis la question, mais vous l'avez peut-être lu. Bonjour. Pour quelqu'un qui a des troubles de l'attention, par quel moyen tu privilégierais l'auto-hypnose pour rester maître de la séance, outre les suggestions fusibles, la saturation sensorielle provoquant un peu un état de confusion? Alors, euh, l'auto-hypnose en tant que telle, alors là, je pense que c'est quelqu'un qui quand même s'y connaît particulièrement en auto-hypnose et en hypnose tout particulièrement. L'auto-hypnose va permettre d'avoir de l'autonomie. C'est-à-dire que là, vraiment, on parle d'auto-hypnose, on parle d'hypnose
faite et suggérée à soi-même. Dans l'auto-hypnose, quand vous apprenez ce que c'est que l'auto-hypnose, vous avez effectivement, bien sûr, des fusibles, bien sûr, des suggestions, et tout ça, ça va permettre de focaliser son attention. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, un sportif, il n'est pas déconnecté de la réalité. Il n'est pas dans le gaz, il est sûrement pas détendu. Physiquement, il n'est pas détendu parce qu'il a besoin d'avoir toutes ses capacités, son potentiel musculaire. Mais dans sa tête, il y a une certaine forme de détente, puisqu'il est orienté, et sa tête ne pense plus qu'à un seul objectif. Chaque chose, chaque applaudissement, euh, une idée qui pourrait passer va être traitée non pas comme un distracteur, mais comme un élément de passage, et va passer. Donc, pour quelqu'un qui a un trouble, mais là on rentre dans des troubles du déficit de l'attention, là l'échange qu'on a c'est sur l'attention, la concentration, la mémorisation avec l'auto-hypnose. C'est moi qui en ai parlé tout à l'heure parce que je vous donnais ma spécification, ma spécificité sur l'hypnothérapie. Mais oui, bien sûr que l'auto-hypnose pour des enfants ayant ce trouble est d'autant plus important que ça va accentuer, que ça va donner de la saillance, ça va donner vraiment une capacité à se concentrer bien plus longtemps et à trouver un intérêt à ça. Là où jusqu'à présent, tout le monde pensait que ces personnes-là avaient un trouble de l'attention et donc n'arrivaient pas à être attentifs, ça va permettre de développer une autre façon de se voir soi-même, une autre façon de développer ses ressources et ses capacités. Et donc, à partir de là, ça va permettre déjà d'engranger un autre mouvement, un autre mécanisme, une autre façon de faire. De sortir de sa zone de confort, où finalement, la zone de confort est je fais ce qu'on attend de moi. Si moi-même je pense que j'ai pas une bonne mémoire, ou si on m'a dit depuis que je suis petit que j'ai pas d'attention, j'arrive pas à rester attentif, je bouge tout le temps, je vais donner et je vais confirmer, mon cerveau va confirmer ce que j'ai raison de penser, ce que je pense. C'est-à-dire sauter sur le premier distracteur venu. Et l'attention est un facteur, est un système très instable, très instable, très sélectif, comme je vous disais tout à l'heure, euh, c'est très compliqué de porter son attention sur plusieurs choses en même temps. Pour ceux qui font de l'hypnose ou de l'auto-hypnose, on sait même que c'est un des facteurs qui permet d'aller en auto-hypnose. Une saturation, porter son attention sur plein de bruits différents, d'amener des distracteurs, de porter son attention sur des choses, ça amène à cet état-là. Et donc c'est plus un outil qu'une conséquence. Lorsqu'on maîtrise le fait de se mettre en auto-hypnose par des saturations, par des distractions, après ça permet de s'en détacher. Parce que, comme je vous l'ai dit, le principal ennemi de l'attention, de la concentration, c'est le distracteur. Alors je ne rentrerai pas dans la polémique que les générations montantes, arrivantes, avec des téléphones greffés qui sonnent tout le temps avec les notifications, sont autant de distracteurs qui nous éloignent de l'attention, de la concentration et de la mémorisation. L'avenir nous dira, on travaillera, mais en tout cas, un des remèdes, un des meilleurs remèdes naturels, efficaces, quelque chose qu'on a tous en nous, c'est l'auto-hypnose, c'est la particularité de pouvoir se mettre dans cet état qui permet d'accentuer cette concentration, d'accentuer cette attention. Et par cette attention et cette concentration focalisée, ça permet aussi de pouvoir mémoriser bien plus. Et après, le fait d'avoir des jeux comme le palais de la mémoire permet d'étendre, d'agrandir, de pousser les murs de ce palais pour pouvoir y mettre n'importe quelle information. N'importe quelle information. Je me souviens avoir travaillé il y a de ça quelques années sur une émission qui s'appelait Les Extraordinaires sur TF1 avec Idriss Aberkan, où on faisait passer des candidats, des génies de leur domaine, qui étaient capables d'enregistrer des séquences de binaires 0-1, des séquences de millions, de milliers de bits, 0 ou 1. A priori, comme ça fait pas rêver. On se dit,
Comment quelqu'un peut engendrer un 1, un 0, un 0, un 1, un 0, des milliers une suite comme ça, des milliers. Parce que là-dedans, à force de travail, hein, c'est pas un don comme ça se travaille, ils mettaient tous une histoire. Ils racontaient tous une histoire, ils arrivaient à tricoter quelque chose qui permettait ce qu'on appelle aussi des moyens mnémotechniques. En se fabriquant une histoire, en la vivant comme telle, ça permet d'engranger des informations qui, a priori, n'auraient aucun sens pour le cerveau. Ce qu'on appelle les lampants, les poignées de prise de l'information, là où retenir un nombre à 80 000 chiffres n'a pas de sens en soi. De lui donner un sens quand on veut s'entraîner à le faire, on peut, si on y met une histoire, et puis il y a quelque chose qui est extraordinaire dans la mémorisation et dans l'attention, c'est l'émotion. Je voulais terminer par ça. Apprendre sans émotion, être attentif sans émotion, être concentré, effectivement, ça c'est de la volonté. C'est-à-dire qu'on se dit, bah là j'ai des devoirs à faire, je vais les faire pendant une demi-heure. Ok, j'y vais, je me fouette, et puis je me mets à me concentrer pendant une demi-heure. Quand on y met une émotion toute particulière, quand en auto-hypnose on arrive à trouver une émotion suffisamment stable, un état intellectuel apaisé, alors on peut avoir accès à de l'engrammage par l'émotion. On a tous eu ça, retenir un élément important avec une émotion, qu'elle soit négative ou positive, hein, une émotion importante permet de retenir l'information. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous peuvent me dire le 11 mai dernier où ils étaient. Bon, chez eux probablement, mauvais exemple. Mais même il y a de ça 5 jours, il y a 5 jours pile, à cette heure-là, vous étiez où? Il n'y a pas eu d'émotion grammée, vous vous en souvenez pas. Par contre, si je vous dis le 11 septembre, les tours jumelles, quand elles se sont écrasées, enfin, quand des avions sont arrivés dans les tours jumelles, on a tous, la Terre s'est arrêtée de respirer parce qu'il y avait une émotion. Et la plupart des gens savent où ils étaient. Ont engrammé, en fait, sur cette émotion désagréable, ont engrammé le souvenir. Et donc, quand on est en auto-hypnose, ça peut permettre d'engrammer des choses, des informations, grâce à l'émotion. Est-ce que j'ai d'autres questions? J'ai 70 ans et diabétique. Est-ce que je peux apprendre? Auto-hypnose, répondre. Merci. Bien sûr. Pensez que il y a des études qui sont faites qu'effectivement, il y a de la matière grise, la quantité, le volume et la capacité, enfin, vraiment physiologique à apprendre diminue avec l'âge. Effectivement, le cerveau et la plasticité cérébrale est bien plus euh, engrammable dans les jeunes années. C'est pour ça qu'on apprend aussi beaucoup plus facilement étant adolescent ou jeune adulte. Par contre, le fait d'apprendre avec de l'émotion, le fait de avec l'auto-hypnose, d'être persuadé en fait que oui, je peux apprendre, oui, je peux avancer, oui, je peux évoluer. La gymnastique d'apprendre, le fait d'apprendre des choses encore à 70 ans, nouvelles, intéressantes, de porter une émotion toute particulière au fait d'apprendre une nouvelle information, ça fait travailler le cerveau toujours, encore. Et le fait de travailler augmente la plasticité cérébrale et augmente justement cette faculté à mémoriser, à apprendre de nouvelles choses. Donc oui, Ahmed, bien sûr, à 70 ans, même avec du diabète, on peut continuer à apprendre, on peut continuer à se faire plaisir à apprendre. On peut porter une émotion et puis transformer une croyance qui est j'ai 70 ans, j'ai du diabète et j'arrive plus à apprendre. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai été suffisamment clair pour vous amener un premier champ de compréhension sur qu'est-ce que l'auto-hypnose peut apporter vraiment à ses facultés d'attention, de concentration et même d'apprentissage, de mémorisation. Et je vois qu'il n'y a plus de questions, il me semble. J'espère que j'en ai pas oublié. Et bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, à vivre ça, à imaginer quel monde particulier peut se cacher dans cet outil qu'on appelle auto-hypnose pour permettre de cultiver, d'aiguiser ses émotions, de transformer ses croyances pour
s'ouvrir déjà à une autre façon, à une autre perception, d'être attentif, d'être concentré et de pouvoir apprendre des quantités extraordinaires d'informations. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt. Merci à l'École centrale d'hypnose de m'avoir ouvert cette fenêtre pour pouvoir communiquer avec vous cette passion qui m'anime. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt.